Et bonsoir Julien Audoul, Bonsoir. député RN de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Mais d'abord à 19h34, comme tous les soirs à 7h, on s'arrête pour notre séquence vrai ou faux du soir. Bonsoir Aubry Perrault. Bonsoir. On s'intéresse ce soir, on continue de s'intéresser au prix des carburants. On l'a tous remarqué évidemment en allant faire le plein. Les prix ont flambé et selon certains politiques, l'État en profiterait. Par tranche d'augmentation de 10 $ le baril, c'est en gros entre 30 et 60 millions d'euros en TVA supplémentaire que l'État engrange. On peut dire qu'il faut que l'État redistribue. Au moment où on se parle, l'État fait des recettes indues en réalité. Donc l'État se comportant comme un profiteur de crise, c'est pas admissible. Jamais l'État ne s'est enrichi sur le dos d'une crise. Jamais l'État ne s'est enrichi lors de chocs pétroliers. Alors Aubry, l'État profiterait de cette crise, c'est vrai ou c'est faux ? Ce qui est vrai, c'est que depuis quelques semaines, les prix des carburants n'ont cessé de grimper. Ils atteignent, voire ils dépassent les 2 € par litre. Alors, est-ce que c'est vrai que l'État en profite et s'enrichit ? C'est pas si simple en réalité. Alors, pourquoi ? Eh bien, avec nos confrères du web, on a essayé de vous résumer ça. Regardez ce schéma en bleu. Ce sont les différentes taxes prélevées par l'État. Ça représente environ 60% du prix de vente, réparti entre ce qu'on appelle l'accise. Ça, c'est une taxe qui ne varie pas avec les changements de prix. Son montant, il est fixé chaque année par le projet de loi de finances qui est voté donc chaque année. Et l'État ne peut pas dire, allez, en ce moment, on l'a fait évoluer parce que les prix augmentent. Non, l'État, il ne peut pas gagner plus d'argent sur cette taxe en ce moment. En revanche, il y a bien une deuxième taxe, la TVA, celle qu'on connaît tous. La TVA sur les carburants, elle est fixée au niveau européen, elle est de 20% du prix. Et donc, mécaniquement, oui, c'est vrai, quand les prix du pétrole augmentent, eh bien, les recettes de l'État, ici, notre partie en bleu foncé, elle augmente, sauf que ça ne dure qu'un temps. Nos confrères du 20h ont fait le calcul. Regardez si c'est vrai que ces recettes ont augmenté juste après le début de la crise et la flambée des prix. Derrière, ça a rebaissé. Ah oui, comment ça se fait ça ? Parce que, comme souvent, quand les prix augmentent, la consommation diminue parce que notre pouvoir d'achat diminue. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec l'essence à la mi-mars, même si c'est reparti à la hausse. Donc, on va voir comment ça évolue, si les Français continuent d'acheter du carburant ou alors si, en avril, ils diminuent leurs déplacements qui ne sont pas obligatoires comme les loisirs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette hausse des prix du pétrole, elle va globalement faire ralentir l'économie. Les gens consomment moins et les entreprises qui ne peuvent pas se passer des carburants vont voir leur coût de production exploser. Donc à la fin, si tout le monde se porte moins bien, les recettes fiscales de l'État diminuent et l'État, il doit même potentiellement dépenser plus pour compenser ce ralentissement de l'activité économique. Donc si on résume, oui, l'État a bénéficié d'une hausse des recettes fiscales grâce à cette hausse de la TVA sur les carburants. Et il pourrait même décider, c'est son choix de ne pas le faire, mais de redistribuer cet argent via des chèques énergie, par exemple. Sauf que si on regarde le ralentissement global de l'économie à cause de cette crise des carburants, les économistes qu'on a contactés nous disent que ça va plutôt être une période difficile pour les finances de l'État. Et ce que l'État a gagné avec la TVA, il va le perdre largement avec ce qu'il va potentiellement devoir dépenser. Merci beaucoup Aubry Perrault pour ces explications. Rendez-vous tous les samedis à midi avec toute l'équipe de Vrai ou Faux pour l'émission hebdomadaire. Julien Audoul, décrire, quand on vient d'entendre ce qu'on a entendu, décrire l'État comme un profiteur, comme s'il se réjouissait des conséquences de cette guerre, est-ce que c'est pas finalement hors de propos ? Ah non, c'est factuel. L'État profite d'un point de vue de ses rentrées d'argent, de la crise et surtout du niveau de taxe qui est un niveau indécent. Et nous le demandons depuis longtemps avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, il faut baisser ces taxes. Nous demandons de baisser la TVA de 20% à 5,5%, pas seulement d'ailleurs sur le diesel et sur l'essence, sur toutes les énergies, que ce soit le gaz, que ce soit le fioul, que ce soit l'électricité, pour rendre de l'argent aux Français. Nous avons calculé, nous avons calculé qu'en baissant cette TVA de 20% à 5,5%, c'est-à-dire en faisant des énergies des produits de première nécessité, on rend en moyenne 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois à chaque ménage. Et vu la crise sociale et économique que nous traversons, la crise du pouvoir d'achat, c'est énorme. Alors, tout le monde fait comme si l'État c'était quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en passage qui s'appelle l'État. Il y a un gouvernement. L'État, c'est nous. Enfin, pas moi spécialement. C'est surtout eux. Alors, l'État, c'est les finances publiques. C'est-à-dire, est-ce que vous avez chiffré, comme l'a fait le gouvernement, le manque à gagner
que cette baisse de TVA peut représenter sur les finances publiques? Oui, et surtout, nous avons fait des économies dans notre contre-budget. Alors, non, mais c'est important. c'est-à-dire Parce que nous vous devons- avez... Alors, la baisse de taxes, c'est-à-dire le fait que nous ayons moins de rentrées fiscales dans les caisses de l'État est largement compensé par les économies Mais que quels nous sont... proposons. Alors, Je vais vous donner 3 domaines. D'accord. 3 domaines. Donc, Premier je vais vous domaine. demander combien ça coûte. Non, mais attendez, Ça, c'est ma première attendez. question. 12 milliards. Premier domaine. Premier domaine. C'est 12 non, mais avant les économies, Oui. combien ça coûte? Non, mais C'est d'accord. 12 milliards, Non, mais c'est ça? ce que nous souhaitons avant tout, et ce que nous avons proposé dans notre contre-budget, c'est des économies manifestes, énormes, sur le train vide d'État. D'accord, d'accord. On va parler des Non, non, économies, mais mais combien Nous ça avons fait coûte? 100 milliards d'euros d'économies. 100 milliards d'euros d'économies. La fraude sociale, La fraude le train de vie fiscale. de l'État, Toujours la ce qu'on fraude entend. fiscale, les contributions au budget de l'Union européenne, notamment. Vous avez énormément d'argent à récupérer. L'immigration de guichet social. Enfin, tout cet argent-là qui est dilapidé, qui est gaspillé, qui ne concerne pas pour partie le quotidien des Français, nous souhaitons l'économiser pour pouvoir le rendre avec une baisse de taxes qui, encore une fois, est indispensable. Et cet argent n'est pas perdu, parce que, comme vous l'avez rappelé, notamment dans votre reportage et dans le commentaire de votre journaliste, cet argent, ça sert pour la consommation, ça sert pour permettre à des Français d'aller travailler. Alors, Moi, j'ai dans mon d'accord, département de Lyon des gens qui vont s'arrêter de travailler parce que Alors, le diesel est à 2,30 €. Imaginons que ce soit fait. Alors, d'ailleurs, on peut préciser qu'on n'est pas obligé de passer tout de suite à 5,5, qu'il pourrait y avoir, comme Thierry Breton en parlait, une baisse qui serait un peu plus faible de manière... Mais à partir de là, est-ce que vous trouvez normal d'exonérer, si j'ose dire, de TVA le grand reproche qui est fait quand on fait une aide globale, c'est qu'en gros, quel que soit l'usage... D'abord, il y a 2 critiques. C'est quel que soit l'usage et la personne qui est titulaire de ça, finalement, c'est non discriminé. C'est-à-dire que vous pouvez être richissime ou très pauvre, vous bénéficiez de la même ristourne. Et deuxièmement, que ça favorise éventuellement la demande. C'est-à-dire que ça, au lieu de favoriser le basculement à d'autres types d'énergie, au lieu de favoriser l'électrification, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Alors, si on rend je- l'énergie aussi peu chère. J'entends cet argument de dire que finalement, ça va profiter à tout le monde et que riches comme C'est-à-dire qu'on ne pauvres, peut pas dire riches à la comme fois... pauvres vont être logés à la même enseigne. Oui, c'est comme quand ça. vous avez dit Mais- que exonérer les gens d'impôts avant, je sais pas, c'était 30 ans, c'est ça? Ou dans le programme de Marine Le Pen, que Mbappé est quelqu'un qui est tourneur-fraiseur en début de Oui, CAP. on peut ça- toujours prendre l'exception. Non, mais La réalité, la réalité, c'est que dans les faits, la baisse de la TVA profite largement et surtout et en priorité aux catégories les plus populaires. Pourquoi? Parce que ce sont les catégories qui ont le plus besoin de leur véhicule pour aller travailler le matin. Ce sont les catégories qui utilisent le plus leur véhicule. Alors je veux bien qu'on prenne des cas particuliers, mais la baisse de la TVA va profiter d'abord et avant tout aux Français qui en ont besoin et surtout aux Français qui aujourd'hui font des arbitrages. J'en ai côtoyé le week-end dernier dans ma circonscription qui se disent on ne fera pas notamment des courses pour les fêtes de Pâques, on va arrêter d'acheter de la viande, on ne donnera pas effectivement le sport ou des cadeaux à ses enfants ou à ses petits-enfants. C'est des arbitrages qui sont terribles pour, je le rappelle, la 7e puissance du monde. Voilà, encore une fois, le prix des carburants qui est un élément vital, notamment en ruralité. On a besoin... On n'est pas tous en véhicule électrique, loin s'en faut. On a besoin de mettre de l'essence ou du diesel. C'est le prix du travail, c'est le prix de la mobilité, c'est le prix de la santé aussi pour aller chercher un médecin qui malheureusement est de plus en plus loin. Mais vous parlez de cas particuliers, c'est pas que des cas particuliers, c'est une politique fiscale. Et c'est la question de Nathalie, est-ce que c'est à l'État, donc est-ce que c'est à nous tous, à tous les Français, d'aider des très riches à aller faire le plein de SUV pour partir en vacances? Je caricature. Mais, Oui, vous caricaturez largement. C'est quand même ça l'idée. Vous connaissez l'état de nos finances publiques. Est-ce que vraiment l'État doit payer pour tous, y compris pour les plus riches? Mais l'État doit rendre de l'argent et il va le rendre en priorité aux Français qui en ont le plus besoin. Et je le dis, la politique du chèque est totalement inefficace. Le chèque soi-disant ciblé, le chèque microscopique, les secteurs en tension qu'on va aider ponctuellement. J'observe que l'enveloppe qui est aujourd'hui prévue, annoncée en tout cas de 70 millions d'euros pour uniquement le transport routier, pour l'agriculture et pour la pêche, juste sur un mois, elle est dérisoire par rapport à l'immense majorité de tous les automobilistes qui ont besoin d'une aide urgente. Il y a le chèque énergie pour les plus modestes. Non mais le chèque énergie, encore une fois, je le dis, nous le redisons, c'est ponctuel,
ça ne résout pas le problème du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre et j'allais dire de la mobilité en général. Parce que là, aujourd'hui, vous allez avoir des secteurs entiers qui vont s'arrêter de travailler. Vous avez des Français qui vont faire des arbitrages très clairs. Le Français qui se lève tous les matins pour aller travailler, qui fait l'effort d'aller travailler, qui n'a pas le droit aux aides sociales, qui va devoir, encore une fois, payer pour faire garder ses enfants, etc. Il va faire le calcul qu'à la fin du mois, s'il ne travaille pas, il va gagner davantage. Voilà. Donc, il va y avoir des Français qui vont tout simplement se mettre en arrêt de travail et donc une économie qui va être paralysée par cette hausse des carburants. Vous pensez qu'il faut ouvrir la vanne tout de suite et beaucoup? Oui. Clairement. Oui, nous le disons. Alors même qu'on est dans une situation qui est moins grave, entre guillemets, que celle de 2022 ou les précédentes. Mais il faut d'un côté... Il faut être raisonnable en attendant de voir comment l'issue... Mais nous sommes tout à fait raisonnables. En attendant l'issue de nous avons fait des économies. Oui, d'accord, mais vous en faites des économies. Mais enfin, après, on ne va pas parler du budget social et de la retraite et tout ça, parce que vous faites des économies, certes, mais en tout cas, vous faites aussi beaucoup de dépenses qui ne sont pas... Mais je ne suis pas représentante de l'orthodoxie budgétaire. Je voulais juste savoir si vous demandiez tout de suite ça, alors que le gouvernement dit « attendons de voir, essayons d'être un peu... » non pas en économie de guerre, mais se préparer à quelques semaines qui peuvent être difficiles. On voit bien que le gouvernement, qui a ponctionné énormément d'argent ces 10 dernières années, refuse de rendre un petit peu à des Français qui ne demandent que le minimum pour aller travailler, pour aller emmener leurs enfants à l'école, pour se déplacer. Et je le dis, c'est vital. Alors effectivement, dans certains arrondissements de Paris, c'est pas la nécessité. On n'est pas dans les grandes villes et, oui, non, mais, et des transports en commun. Je le dis. Pas de dire que c'est les bobos n'ont pas de problème et que les autres. Il y a certains Français qui ont moins de problèmes, qui ne voient pas la même crise. Bien sûr, à l'aune de cette augmentation. Aujourd'hui, moi, je le vois dans mon département de Lyon, je le vois dans tous les territoires ruraux. Cette augmentation des prix des carburants est catastrophique. Elle est angoissante. Elle paralyse l'économie et elle va astreindre à résidence des millions de Français qui ne pourront plus se déplacer. Petite question. Balancer dans l'opinion, comme l'a fait Marine Le Pen il y a quelques jours, sur les profiteurs de crise, est-ce que ce n'est pas une façon un peu simpliste et pour agacer l'opinion, pour la remonter, comme s'il y avait des gens qui se goinfrent, comme on dit, au lieu d'expliquer qu'il y a des mécanismes qui font que la guerre en Iran, enfin la guerre et le détroit d'Ormuz, c'est pas, il n'y a pas des gens qui profitent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne, c'est dans votre ADN d'expliquer, d'être aussi peu pédagogique et aussi caricaturaux? C'est votre... Non, c'est une question. C'est votre propos qui est un petit peu caricatural, si vous me le permettez. Je pense que les Français n'ont pas besoin des déclarations de Marine Le Pen pour être excédés et pour considérer que le gouvernement macroniste, depuis des années, leur prend beaucoup d'argent, leur demande toujours plus d'efforts et ne répond pas à la crise, ne répond pas aux urgences. Le rôle d'un gouvernement, c'est quoi? C'est d'une part de prévoir, d'anticiper et de voir qu'effectivement nous sommes face à une crise de l'énergie qui n'est pas seulement due à l'Iran, même si évidemment c'est le facteur qui augmente le prix du pétrole, mais c'est surtout ce prix des taxes qui est colossal et qui, encore une fois, qui est indécent au regard de ce que payent les Français chaque année. Sur l'Iran, justement, sur l'origine de cette crise, l'information du jour, c'est Donald Trump qui s'en est pris à la France pour la première fois depuis le début de cette guerre. Jusqu'à présent, on était relativement épargnés par les accès de colère du président américain. Il a publié un message tout à l'heure sur son réseau social en estimant, en regrettant que la France ait été très peu coopérative. Elle n'aurait pas, selon lui, laissé des avions à destination d'Israël chargés d'équipements militaires survoler le territoire français. Les États-Unis s'en souviendront. Est-ce que Emmanuel Macron a bien fait de se tenir à distance jusqu'à présent de l'aventure guerrière américaine en Iran? Oui, je pense que ce n'était pas le rôle et la place de la France de s'impliquer dans ce conflit. Nous ne savons pas vraiment d'ailleurs quels sont les buts de guerre de Donald Trump. Mais je pense que bien malin aujourd'hui qui peut prédire quels sont les objectifs réels de Donald Trump. Effectivement, il y a la menace du régime des mollahs iraniens à la fois sur la paix au Moyen-Orient, sur l'existence de l'État d'Israël. Mais là, aujourd'hui, effectivement, quels sont les objectifs, quelle est la méthode? Mais quand il dit les États-Unis s'en souviendront, oui, mais ça, il y a de quoi s'inquiéter. C'est le style de Donald Trump qui est toujours dans la menace, dans la provocation. On a malheureusement un petit peu l'habitude de ces excès de langage qui font partie de la diplomatie américaine
à la sauce Trump. Donc, il faut garder une relative neutralité, c'est-à-dire une non-belligérance, Oui, mais bien une évidemment. façon défensive. Enfin, Et il faut surtout garantir nos intérêts. Voilà, il faut garantir nos intérêts, notre sécurité, la sécurité de nos soldats, de nos ressortissants et de nos intérêts stratégiques, bien évidemment. Éventuellement du peuple iranien. Et du peuple iranien, mais vous savez, la première menace pour le peuple iranien, c'est le régime des mollahs. Voilà, ça c'est certain. On revient à la politique française. Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a annoncé son intention de porter plainte après des propos polémiques, assimilant l'édile à un chef de tribu et à un grand singe. Deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Culture, ont dénoncé des propos ignobles. Vous condamnez également ces propos? Alors je tiens à dire que l'instrumentalisation, la réécriture des faits, la diversion de l'extrême gauche sont véritablement lamentables. Parce que n'importe qui a vu cette séquence, et moi je suis allé la voir parce que j'ai vu des messages sur les réseaux sociaux qui m'ont interpellé, qui m'ont choqué. Au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai regardé cette séquence, cette explication, à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, je ne suis pas le défenseur, je ne suis pas l'avocat de CNews, je suis juste, pour le coup, un téléspectateur juste qui a regardé cette séquence, à aucun moment, le maire de Saint-Denis n'est comparé à un grand singe. À aucun moment. Voilà. Il y a une explication anthropologique sur le politique. Oui, enfin, sur le comportement tribal. Il faut être très clair, faut être très clair. Cette séquence, il n'y a aucune once de racisme. Voilà. Là où je vois du racisme, en revanche, c'est à la France Insoumise, qui trie les élus, les électeurs, les Français en fonction de leur couleur de peau, qui insulte carrément les Français de couleur blanche à longueur de meeting. On se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait donc les Blancs de tout blanc, tout moche. Donc moi, j'espère que M. Bali Bagayoko, qui va organiser un rassemblement contre le racisme à la mairie de Saint-Denis, va aussi organiser un rassemblement contre le racisme anti-blanc. Et la comparaison avec le mâle dominant, chef de tribu, vous ne condamnez pas non plus? Mais moi, encore une fois, sur ce que j'ai pu entendre, je n'ai pas vu de racisme. L'ethnologie. Je n'ai pas vu de racisme. Non. Encore une fois, nous, on est très clair, on dénonce et on condamne toute forme de racisme qui est évidemment insupportable et intolérable quand il existe. Mais le racisme fantasmé, le racisme pour faire diversion, le racisme pour occulter le véritable racisme qui est celui de la France insoumise, l'antisémitisme qui est celui de la France insoumise, je dis non. Voilà, donc on ne va pas tomber dans le panneau. Que c'est l'instrumentalisation. On va essayer de parler d'immigration, un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, enfin comme on peut. Édouard Philippe sort progressivement de la forêt ou du bois en nous faisant ses propositions dites massives. Sur l'immigration, il considère qu'il y a un principe de réalité, et d'ailleurs qui n'est pas forcément si éloigné de Mme Mélanie, qui elle-même a régularisé énormément, plusieurs centaines de milliers de gens qui n'avaient pas leur papier, en disant il y aura l'immigration choisie, c'est parce qu'on en a besoin pour les restaurants, pour un certain nombre de corps de métier, et puis les autres, on sera plus strict. Est-ce que c'est pas finalement la position de la sagesse quand on regarde ce que même le patronat demande, même les patrons des PME, en disant on ne peut pas dire l'immigration c'est fini? Édouard Philippe confirme qu'il est le candidat de l'impuissance, qu'il est le candidat ou l'un des candidats de la submersion migratoire qui ne fera rien contre l'immigration. Il dit qu'il faut, dans les entreprises, dans certaines entreprises, qu'on ne peut pas se passer d'immigration, avec en plus notre taux de natalité qui est en train de baisser. Le véritable problème, nous accueillons plus de 530 000 personnes légalement chaque année. Ça a baissé, d'ailleurs. Pas en 2025. En 2025, parce qu'on a augmenté en 2025 avec un nombre de titres de séjour record, malgré la présence de M. Retailleau au ministère de l'Intérieur. Parmi ces étrangers, il y en a une infime minorité qui travaille réellement, puisqu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les chiffres du chômage. Si tous les étrangers travaillaient réellement, s'il n'y avait pas près de 6 millions de chômeurs dans notre pays, on pourrait s'interroger. Mais là, l'objectif, effectivement, je vous rejoins, il y a des secteurs en tension qu'on connaît. Le bâtiment, la restauration. Bien sûr, mais sauf que nous avons déjà des compatriotes qui ne travaillent pas, donc il faut les remettre au travail, il faut augmenter les salaires aussi, en contrepartie d'une baisse de charges. Ça, c'est le programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et puis, il faut faire en sorte que les étrangers qui ne travaillent pas, qui sont sur notre territoire, qu'ils soient légaux ou illégaux, n'ont pas vocation à rester chez nous, parce que nous n'avons pas les moyens de leur trouver un logement, nous n'avons pas les moyens de les soigner, nous n'avons pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Vous dites qu'il faut que nos compatriotes qui sont sans emploi
se mettent à travailler, quitte à apprendre, non pas prendre, mais à aller retrouver des emplois qui étaient qui étaient utilisés, qui étaient exercés par des gens. Vous allez dire que vous serrez la vis sur l'indemnisation chômage pour remettre au travail un certain nombre de personnes qui préfèrent. Non, c'est pas la question. Non, mais j'essaie de comprendre comment vous faites. Mais, je veux dire, les restaurateurs, ils disent on trouve personne. Oui. Oui, voilà, ils prennent des gens qui sont au noir. Et après, vous luttez contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Donc, il faut. Comment vous forcez les. Alors, premièrement, je balaye totalement le grand mythe du Français qui ne veut pas travailler. Ça, c'est le patronat, une partie du patronat qui nous dit que les Français ne veulent pas occuper certains métiers. Les Français ne veulent pas occuper certains métiers quand ils sont sous-payés. Effectivement. Il y a des métiers aujourd'hui qui ne sont pas assez valorisés. Il y a des formations qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins de chaque département aussi. Donc tout ça, ça se corrige. Tout ça, ça se traite, ça se soigne. Et ensuite, je le dis, de faire appel à l'immigration en permanence pour subvenir à certains métiers, à certains secteurs, tout ça, c'est une très mauvaise solution. C'est une mauvaise solution pour nous. Et c'est une mauvaise solution surtout pour les pays de départ. Parce que, je le redis, vous avez plus de médecins béninois en Île-de-France qu'au Bénin. Vous avez des pays entiers, comme le Sénégal, qui sont désertifiés de leur force vive. Voilà. Mais on n'en a plus. Donc on ne peut pas à la fois déplorer les déserts médicaux et refuser, non pas l'importation de médecins, sachant que la formation d'un médecin, ça prend... Oui, mais encore une fois, nous allons payer malheureusement les mauvais choix politiques antérieurs, notamment le retard dans la suppression du numerus clausus et dans la formation des médecins, effectivement. Et aujourd'hui, effectivement, heureusement qu'il y a des médecins étrangers, mais la solution, nous le disons, n'est pas de faire appel à des médecins étrangers qui vont dépeupler leur pays, qui vont mettre en difficulté leurs concitoyens, alors qu'il faut que nous puissions former davantage de médecins chez nous. Une question sur le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie, qui était accusé par la presse d'avoir fait fuiter des informations sensibles à la Russie depuis plusieurs années. C'est le Washington Post et puis d'autres enquêtes parues dans la presse qui racontent que le ministre des Affaires étrangères hongrois en fait profitait des pauses dans les réunions avec les responsables de l'Union européenne pour aller faire le point et raconter ce qui se passait à son homologue Sergueï Lavrov, ce qui faisait, écrit le Washington Post, que depuis des années, la Russie était en quelque sorte présente à chaque réunion de l'Union. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que, comme le ministre hongrois des Affaires européennes, il est parfaitement naturel que le ministre hongrois parle au téléphone avec son homologue russe? Je précise, je crois que je ne l'ai pas dit, que Marine Le Pen est allée encore récemment apporter son soutien à Viktor Orban. Je ne vois pas la difficulté de parler dans le cadre de relations diplomatiques avec ses homologues. Partager des informations sensibles avec les Russes. Mais, encore une fois, ça, je ne sais pas quelle est la teneur de ces informations sensibles. C'est relaté par une certaine presse, mais que nous parlions avec d'autres pays, j'observe qu'on parle avec nombre de pays qui ne partagent pas forcément nos valeurs. Si demain vous êtes à une réunion avec des responsables européens, si demain vous êtes au pouvoir et vous êtes à une réunion avec les responsables européens, vous allez appeler les Russes entre deux réunions pour leur raconter ce qui se passe? Mais non, mais c'est pas du tout le sujet. Je dis que moi je ne connais pas la teneur de ces échanges. Je dis que sur le principe, il n'y a rien de choquant à parler à son homologue ministre des Affaires étrangères. C'est le propre de la diplomatie, c'est de parler. Ça dépend de quoi on parle. Oui, mais ça dépend de quoi on parle. On est d'accord. Mais très clairement, je vois bien qu'on nous reproche toujours ces relations avec un pays de l'Union européenne, avec un gouvernement démocratiquement élu qui est celui de Viktor Orban, qui partage nos valeurs, les valeurs de l'Union européenne, si chères à certains au gouvernement. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut choquer que d'avoir des relations avec un gouvernement de l'Union européenne qui est le gouvernement hongrois. Sur la liberté de la presse et les droits des minorités, je ne sais pas s'il y a un partage total des valeurs avec l'Europe. Je pense que ça choquait beaucoup moins quand Jean-Luc Mélenchon allait au Sénégal soutenir un gouvernement qui a durci les peines contre les homosexuels. Merci beaucoup. On ne peut plus élargir le débat, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Julien Audoul, d'avoir été notre invité député RN de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Le JT Monde tout de suite sur France 2.